Si quelqu'un m'avait dit il y a 3 mois que je me retrouverais dans l'un des endroits les plus secrets, sous la pyramide de Gizeh, j'aurais ri. Je m'appelle Jacob Miller, j'ai 33 ans et je suis un archéologue enthousiaste d'origine américaine. Je suis allé plusieurs fois en Égypte dans le cadre de voyages d'études, rêvant de percer les secrets des anciens pharaons et de leurs mystérieuses nombreuses tombes. Mais ce que nous avons rencontré a dépassé toutes les limites de la réalité. Notre équipe était composée de 5 personnes. À sa tête, le docteur Madison Chase, une anthropologue de Chicago à la réputation irréprochable. Elle avait été invitée à participer au projet spécial par les autorités égyptiennes, mais en réalité, nous avions l'impression d'être des pions dans le jeu de quelqu'un d'autre. Ensuite, il y avait 2 assistants, Andrew Carlyle, un jeune homme qui s'y connaît en inscriptions préhistoriques, et Annie Stone, une experte en art rituel de l'Égypte ancienne, et enfin moi et Steve Maxwell, mon ami et collègue, qui était un aventurier. À la mi-décembre, nous nous sommes envolés pour le Caire, à l'appel d'un certain Abdul Halim, comme s'il était un représentant du ministère des Antiquités. Il nous a montré les papiers d'autorisation. Tout était certifié par un cachet. Nous n'avions aucun doute sur l'authenticité. Le soir, Abdul nous a réunis à l'hôtel et nous a raconté que sous l'une des pyramides de Gizeh, on avait récemment découvert d'autres tunnels ou des mines oubliées, mais qu'on avait gardé le secret pour éviter tout battage médiatique. Il semblerait que des vibrations souterraines se soient produites récemment, après quoi le mur a été percé, menant à une ancienne salle. Pour les scientifiques, cela ressemble à un rêve. Pénétrer dans des grottes inexplorées, y trouver des objets qui n'ont pas été abîmés par les touristes et les voleurs. Mais Halim nous a mis en garde. Sans autorisation officielle, nous n'étions assurés que d'un temps limité, et tout cela sous le sceau du secret. Le docteur Chase fronce les sourcils, mais accepte. L'occasion était trop unique pour être laissée de côté. Quelques jours plus tard, nous nous trouvons déjà devant la pyramide où des laissez-passer spéciaux nous permettent d'accéder au passage de service. Il y a des gardes avec des mitraillettes autour, les visages des gens sont concentrés. Personne ne parle trop. L'ascenseur nous a emmenés au niveau inférieur, où les touristes ne sont absolument pas admis. J'étais à la fois excitée et un peu nerveuse. Et si tout cela n'était qu'un canular, mais ça avait l'air sérieux. Sous la pyramide, nous avons été accueillis par un homme en uniforme qui se faisait appeler l'ingénieur principal Rachid. Il nous a conduits dans un couloir éclairé par une faible lumière électrique. L'air était étouffant, chaud et sentait la poussière et les pierres. Rachid nous a expliqué qu'il y a quelques semaines, le GPR avait indiqué une cavité cachée et qu'en creusant un peu, les ouvriers étaient tombés sur un mur de maçonnerie qui ressemblait à l'entrée d'une mine. « Le voilà », dit-il en montrant une ouverture oblongue dans le mur. Nous avons franchi l'ouverture et, dès le premier instant, j'ai été stupéfait. Le plafond était abaissé. Nous devions nous accroupir et les murs étaient couverts de symboles étranges qui ne ressemblaient pas aux hiéroglyphes égyptiens habituels. Andrew s'est exclamé « Ça ne ressemble à rien de familier. Des sortes de pétroglyphes primitifs. » Annie allume la torche, essaie de distinguer les lignes et soupire. Ils ont l'air bien plus anciens que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Pendant un certain temps, nous avons erré à l'intérieur des terres, dans un passage étroit, où régnait une chaleur humide et désagréable. Quelque part dans mon âme, un malaise inexplicable se faisait sentir. Je ne pouvais pas imaginer ce qui nous attendait. Au bout du couloir, nous sommes arrivés devant une porte massive en pierre, ou plutôt quelque chose qui ressemblait à une porte. Elle était maintenue, en haut et en bas, par des restes de corniches en pierre. Elle semblait être celle que les ouvriers avaient défoncée. Un tas de gravats
étaient empilés soigneusement à côté, et un trou frais menait à l'intérieur. Nous nous sommes tous précipités à l'intérieur, à l'exception de Rachid. Le docteur Chase nous a demandé de dégager le passage et a d'abord allumé la caméra vidéo. À l'intérieur se trouvait une grande pièce, qui ressemblait davantage à un petit hall aux voûtes arquées. Les murs étaient couverts de figures sculptées, des créatures grossièrement sculptées, avec des crânes allongés, parfois avec des traits ressemblant à des serpents. Je n'avais vu ce genre de choses que dans des livres de conspiration, où l'on prétend que l'Égypte ancienne était gouvernée par des reptiloïdes, etc. Mais ici, ce n'était pas de la fiction, c'était gravé dans la pierre. C'est peut-être un culte oublié, associé au dieu Sobek ou Apis, suppose Annie. Mais les images ne ressemblaient en rien au panthéon classique de l'Égypte. Steve ajoute avec inquiétude « Le modèle ne ressemble ni à des humains ni à des animaux, mais plutôt à des sortes d'hybrides. Au fond de la salle, un sarcophage est posé sur une estrade, mais pas celui que nous avons l'habitude de voir dans les musées, pas en pierre calcaire, avec des peintures classiques, mais creusé dans un étrange minéral sombre comme le basalte. Ma première pensée a été « C'est impossible, l'âge devrait être confirmé par la maçonnerie. » Mais s'il s'avère qu'il est plus ancien que les dynasties habituelles, nous nous sommes approchés prudemment. Le couvercle du sarcophage était entrouvert. Apparemment, les ouvriers ou quelqu'un l'avaient déjà soulevé. À l'intérieur, dans la pénombre, on distingue nettement les contours d'une créature momifiée. Mais ce n'était pas une momie ordinaire. Le corps était courbé, les membres étaient wallons. Le squelette avait une forme étrange et le crâne était allongé et pointu, comme s'il s'agissait d'un énorme cerveau. Andrew faillit faire tomber la lanterne. Nous nous sommes tous figés en regardant cette pièce à conviction d'un autre monde. « Oh mon Dieu, c'est daté. De quelle époque ?» marmonne le docteur Chase. Mais personne ne peut répondre. Contrairement au momiton classique, aucune trace de bandage n'a été observée ici. La peau ou les écailles, je ne savais pas trop comment l'appeler moi-même, semblaient s'être conservées d'elles-mêmes. Le plus effrayant, c'étaient les yeux. Ils étaient desséchés, bien sûr, mais la forme des orbites était rétrécie comme celle des reptiles, et il y avait des pupilles figées dans une fente serpentiforme. Cela sortait de toutes les catégories des scientifiques. Après avoir digéré que nous étions face à un humanoïde d'origine inconnue, le docteur Chase a ordonné une première mise au point. Photographie, vidéo, description de l'état de la trouvaille. Halim, apparu dans l'embrasure de la porte, nous presse nerveusement « Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant d'empressement, mais je n'ai pas discuté. Je me posais des questions. Comment cela était-il possible? Après tout, la civilisation humaine officielle en Égypte a commencé bien plus tard qu'il y a 100 000 ans. À cette époque, selon nos idées, il n'y avait pas de pyramides ni de culture développée, et encore moins d'humanoïdes à l'anatomie de serpents. Je ne savais pas quoi répondre à cela à l'époque. Nous semblions tous hésiter entre l'acceptation de la réalité et la folie. Notre travail dans cette salle n'a duré que quelques heures. Les habitants sont entrés et ont commencé à préparer soigneusement le sarcophage pour le transport. Personne ne contestait qu'il s'agissait d'une découverte d'une importance séculaire, mais pourquoi tout était-il fait si secrètement et si rapidement? J'ai entendu Steve chuchoter à Andrew. On dirait une opération militaire. À la fin de la journée, le sarcophage et la momie ont été chargés dans une camionnette et nous avons été conduits dans un conteneur où nous avons reçu des instructions. Toute la documentation doit être remise à la personne responsable. Aucune photo ne doit être mise en ligne. On ne doit pas parler à la presse. On nous a montré un document signé par le ministère et on nous a menacé de poursuites pénales en cas de fuite. Le docteur Chase était confus, mais a signé.
Les autres, bien que choqués, ont également signé. Plus tard, nous sommes retournés au Caire et avons séjourné dans le même hôtel. Je me suis assis dans ma chambre et j'ai consulté mes notes sur mon ordinateur portable. J'avais quelques photos du sarcophage et de courtes vidéos. Une tempête se préparait dans mon esprit. Quelle était cette créature? D'où venait-elle? Pourrait-elle être d'origine extraterrestre? Ou s'agit-il d'une sorte d'artefact d'une civilisation d'avant le déluge qui a existé avant l'histoire connue? Annie frappe à ma porte et me dit que le Dr Chase veut réunir une équipe. Nous nous retrouvons dans sa chambre. Sur la table, son carnet de notes, des croquis d'images. « Les gars, » dit Chase, « il semble que nous soyons tombés sur quelque chose qui bouleverse toute la chronologie. J'ai pris quelques mesures de datation des murs et d'après le niveau d'érosion, cette structure pourrait dater de plus de 20 à 30 000 ans. Mais le sarcophage pourrait être encore plus ancien. Je ne crois pas que de simples prêtres égyptiens l'ayant les laissés derrière eux. » Nous avons commencé à discuter des théories possibles. Andrew a émis l'hypothèse d'une mystérieuse race de souverains pré-pharaoniques, dont les légendes auraient survécu. Steve a suggéré en plaisantant qu'il s'agissait d'une preuve de paléocontact, c'est-à-dire que des extraterrestres étaient arrivés dans l'Antiquité. Mais le Dr Chase rejette la version extraterrestre. Il pourrait s'agir d'une sous-espèce humaine, disons d'une mutation, mais elle n'a pas eu le temps de terminer car quelqu'un a frappé fort à la porte. Je l'ai ouverte. Un homme en costume se tenait là et s'est présenté comme l'officier Malik de la sécurité. Il nous a demandé poliment mais avec insistance de rejoindre nos chambres et de ne pas discuter de ce que nous avions vu. Dans la matinée, vous serez informés au musée du Caire, où vos découvertes seront officialisées, a-t-il déclaré. Apparemment, nous étions soumis à un contrôle strict. Le lendemain fut étrange. Nous avons en effet été conduits au musée du Caire, où la boîte scellée contenant le sarcophage se trouvait déjà. Nous avons signé les documents qui plaçaient la découverte sous la protection de l'État. Quelques fonctionnaires nous ont félicités pour notre précieuse contribution à la science, puis nous ont rapidement escortés vers la sortie. Les employés du musée ont reçu l'ordre de placer la boîte dans une chambre forte fermée à clé et de ne pas l'exposer en public. Tout cela était suspect et suggérait que quelqu'un d'en haut avait décidé de cacher la découverte au public. Le soir même, nous étions réunis au ministère. Abdul Halim, qui nous avait convoqués, était pâle et nerveux. Il a déclaré que le projet était abandonné. De nouveaux ordres avaient été donnés par la haute direction. Il nous a proposé de rentrer chez nous et de remettre tous les documents aux archives. Steve et moi, nous sommes de me regarder avec surprise. Comment se fait-il que nous venions juste de commencer? Mais apparemment, quelqu'un avait décidé de ne pas ébruiter l'affaire. Personne ne nous a donné d'explication cohérente. Le Dr Chase a tenté de s'y opposer, mais on l'a menacé de lui retirer son visa de travail. Andrew et Annie étaient montés confus, et je pouvais sentir le ressentiment à l'intérieur. Nous avions découvert le plus grand artefact qui pourrait peut-être réécrire l'histoire de l'humanité, et nous venions d'être expulsés. À la fin de la journée, c'était encore plus troublant. Lorsque nous sommes rentrés à l'hôtel, nous avons constaté que nos ordinateurs et nos documents avaient enfin été touchés. Il manquait de nombreux fichiers sur mon ordinateur portable, et les notes du Dr Chase n'étaient plus dans son sac. Elle avait failli craquer, mais Steve l'a calmée en lui disant qu'au moins une partie des données qu'il possédait était non décryptée sur une clé USB qu'il portait autour du cou. Le soir même, notre ami Andrew est parti quelque part, disant qu'il devait rencontrer un professeur dans la banlieue. Nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention. C'était un homme curieux, facile à contacter. Mais cette décision s'est avérée fatidique. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus compte qu'Andrew n'était pas rentré et qu'il ne décrochait pas son téléphone.
Nous avons appelé toutes nos connaissances, mais personne ne l'avait vu. Annie a pleuré. Steve a envoyé un avis de disparition à la police, mais il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Il n'est pas rare qu'un touriste disparaisse quelque part, nous a-t-on dit. Mais Andrew n'était manifestement pas du genre à se promener seul au Caire, la nuit sans prévenir. Tout au long de la journée, nous avons arpenté les rues, interrogé des personnes que nous connaissions. Nous sommes allés dans les commissariats de police. Rien n'y fait. Il semblait s'être volatilisé. J'ai commencé à penser que cela avait quelque chose à voir avec la découverte. Peut-être voulait-il partager l'information avec quelqu'un en dehors des cercles officiels et avait-il été éliminé pour cela? Cela ressemblait à une théorie du complot, mais après ce qui s'était passé, je n'étais plus surpris. Vers le soir, je suis retourné à l'hôtel et j'ai trouvé Steve et le Dr Chase assis dans ma chambre. Ils m'ont dit qu'ils surveillaient le couloir parce qu'ils avaient l'impression que nous étions suivis. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Il y avait une atmosphère de conspiration autour de nous, alors que nous n'étions que des scientifiques ordinaires qui voulaient étudier des antiquités. Nous avons décidé qu'il était temps de partir, mais nous devions d'abord essayer de récupérer le matériel scientifique. Steve a admis qu'il avait une partie des vidéos et des photos sur une clé USB. Cela pourrait être notre carte maîtresse si nous devions parler à la presse, a-t-il déclaré. Mais la priorité absolue est de retrouver Andrew. Personne ne veut le laisser en plan. Soudain, une idée vient à l'esprit. Et si Andrew était tombé dans les griffes de ceux qui ont étouffé l'affaire? Peut-être l'interrogeait-il pour lui faire remettre les dossiers? Je n'arrivais pas à me débarrasser de ma paranoïa. Le lendemain matin, le Dr Chase, Annie et moi, nous sommes rendus au ministère, où nous avons cherché à rencontrer Abdul Halim. Mais on nous a dit « il est en vacances ». Ils nous ont souri en disant qu'ils ne savaient rien sur la disparition d'Andrew. Je voyais Chase littéralement bouillir d'indignation, mais nous n'avions aucun moyen de pression. Steve a essayé de contacter la presse du Caire, mais personne n'a voulu l'écouter. Chaque fois que nous mentionnions des découvertes secrètes, les gens les balayaient d'un revers de main. Apparemment, les médias gouvernementaux les classaient comme des faux, ou en interdisaient tout simplement la divulgation. Dans la soirée du même jour, 2 hommes en costume sont venus à notre hôtel et se sont présentés comme des fonctionnaires de l'immigration. Ils ont vérifié nos visas et nous ont dit que notre séjour expirait et que nous devions quitter le pays dans les 24 heures. Nous avons été choqués. Il nous restait encore 2 semaines sur le papier, mais ils ont menacé de nous expulser. C'était clair, ils nous expulseraient sous n'importe quel prétexte. Nous avons acheté d'urgence des billets pour le prochain vol à destination de New York. Mais qu'en est-il d'Andrew? J'ai suggéré que l'un d'entre nous reste sur place et poursuive les recherches. Steve s'est porté volontaire en disant « J'ai des contacts sur le marché noir. J'ai des contacts sur le marché noir. Quelqu'un qui pourrait savoir quelque chose sur lui. » Mais le Dr Chase n'était pas d'accord. « Ce n'est pas sûr, nous risquons de disparaître comme il l'a fait. » Finalement, il a été décidé qu'Annie et Chase s'envoleraient et que Steve et moi essaierions de chercher Andrew un autre jour. Mais les 2 agents de migration ne nous laissaient pas sans surveillance. Ils semblaient nous suivre partout. Nous devions soit disparaître du radar, soit abandonner. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à ces yeux de serpent, au sarcophage qui se trouve maintenant quelque part dans les profondeurs d'un musée, sous clé. Peut-être avons-nous dérangé quelque chose d'ancien et de puissant qui ne veut pas être découvert. Ou alors, c'est plus simple, des gens puissants veulent cacher la découverte pour ne pas faire de bruit dans le monde entier. Quelques heures plus tard, j'ai entendu frapper discrètement à la porte. J'ai ouvert et Steve, pâle, se tenait sur le pas de la porte. « Jake, j'ai un mauvais pressentiment.
Ces deux hommes en costume ont dit qu'ils nous emmèneraient directement à l'aéroport demain. Nous ne pourrons même pas quitter l'hôtel. Je crains qu'Andrew ne soit jamais retrouvé. Il a peut-être été emmené quelque part dans le désert. Mon cœur a sombré dans le désespoir. Je me suis demandé si je ne devais pas mettre en ligne les preuves de survivantes, vidéos, photos, maintenant. Mais l'Internet de l'hôtel pouvait être mis sur écoute, et il n'était pas certain qu'il ne l'intercepte mis de pas. Et puis, je me suis souvenu de ce que Steve avait dit à propos du cryptage de sa clé USB. Peut-être pourrions-nous venir aux États-Unis et le publier là-bas. Est-ce que quelqu'un nous croirait? Mais la question la plus difficile restait. Qu'en est-il d'Andrew? À l'aube, le moment du départ arrive. Annie et le docteur Chase montent dans un taxi et sont conduits à l'aéroport sous la surveillance des hommes en costume. Steve et moi devions également y aller, mais au dernier moment, lorsque les officiers ont été distraits pendant 1 seconde, Maxwell m'a attrapé le bras et a chuchoté « Courons !» et nous nous sommes élancés au coin de l'hôtel. Nous avons littéralement sprinté dans les allées sans regarder en arrière. Nous savions que ces deux-là pourraient nous poursuivre. Arrivés à un autre pâté de maison, nous nous sommes cachés dans un petit café. Nous étions sous l'effet de l'adrénaline, et c'est alors que Steve a dit « Mon pote, on ne peut pas sauver Andrew comme ça, mais on peut au moins réessayer. J'ai le contact d'un journaliste qui s'appelle Omar et qui sait quelque chose sur les fouilles fermées. Nous avons trouvé un moyen de nous rendre à la périphérie du Caire où vivait cet Omar. En chemin, je n'ai cessé de regarder autour de moi, m'attendant à être capturé. Lorsque nous avons atteint la modeste maison, nous avons frappé. Omar a ouvert la porte, surpris. Steve lui avait dit ce que nous cherchions dans les donjons de Gizeh. Nous voulions savoir si lui ou ses hommes avaient vu Andrew. Omar fit tourner ses doigts dans sa longue moustache et dit qu'il avait entendu parler de la découverte sensationnelle, mais que les autorités avaient imposé une interdiction. La rumeur disait qu'un étranger avait essayé de donner des photos aux bonnes personnes, mais qu'il avait disparu. Il s'agissait manifestement d'Andrew. Le journaliste suppose qu'il a été détenu par les services spéciaux pour empêcher la diffusion de l'information. Ce n'est pas inhabituel ici en Égypte, a-t-il ajouté. Andrew pourrait donc se trouver dans une prison secrète ou entre les mains d'agents noirs. Mais comment le faire sortir? Omar ne promet rien. Il dit qu'il peut se renseigner, mais qu'il ne peut rien garantir. Nous avons passé la nuit chez lui. Nous avions peur d'être découverts. Steve s'est enfermé dans sa chambre, essayant en vain de contacter des connaissances par courrier crypté. Je me suis assise pour regarder les photos laissées sur la clé USB. L'une d'elles montrait clairement les yeux de serpent d'une momie. Une autre montrait des gravures sur les murs avec des créatures allongées. Et s'il ne s'agissait pas simplement d'une nouvelle branche de l'évolution, mais de quelque chose de plus cool? C'était déjà le matin quand Omar a annoncé que nos amis de la migration recherchaient 2 fugitifs, c'est-à-dire nous. Tout un réseau d'informateurs de la rue et de la police était à la recherche de 2 Américains. Il nous a suggéré de quitter le Caire rapidement, sinon il pourrait être trop tard. Mais nous ne voulions pas partir sans essayer de savoir si Andrew était vivant. Omar a promis de faire ce qu'il pouvait dans quelques jours. Mais nous nous sommes rendus compte que dans quelques jours, il nous retrouverait certainement. Steve soupire lourdement. Jake, nous risquons de répéter son destin, et cela ne servira à rien. Il faut partir d'ici et faire du bruit à la maison. La décision était douloureuse, mais je savais au fond de moi que si nous étions pris, personne ne connaîtrait la disparition d'Andrew ni l'étrange découverte sous la pyramide. La seule chance d'attirer l'attention de la communauté internationale était peut-être de survivre et de publier tout ce que nous avions. Nous avons demandé à Omar de nous aider à quitter la ville sans nous faire remarquer.
Il a organisé un voyage dans une camionnette jusqu'à Alexandrie, où il nous a dit que nous pourrions trouver un moyen non officiel de quitter le pays. J'avais auparavant considéré ce genre de manœuvre comme criminel, mais nous n'avions plus le choix. Nous avons embarqué dans cette camionnette dans la soirée. Elle était exiguë, sentait la paille et l'essence. Steve ne pouvait pas lâcher la petite clé USB. C'est notre seule preuve, je l'ai compris. Sans elle, nous aurions été catalogués comme fous. C'est tout. La nuit s'est écoulée atrocement. Nous avons cahoté sur des routes défoncées. Nous nous sommes arrêtés à des barrages quelque part. Mais nous n'avons pas été contrôlés. Le conducteur de la camionnette nous connaissait apparemment de vue. Au matin, fatigués, nous sommes arrivés à la périphérie d'Alexandrie. Omar a demandé de l'argent. Il nous restait 1000 $, nous les lui avons donnés. Il a dit qu'il pourrait peut-être trouver un moyen de rejoindre un couple de pêcheurs qui nous prendrait à bord. Entre-temps, j'ai posé des questions. Et notre ami Andrew, qu'est-ce qu'il est devenu? Omar a fait un signe de la main. Je vais le chercher, mais je ne peux rien promettre. S'il est entre les mains des services médias secrets, les chances sont minces. J'ai eu froid. Steve a passé son bras autour de mon épaule, silencieux. Nous avons marché dans les rues, comme dans un film sur les criminels en fuite. Nous ne pouvions pas montrer nos passeports de peur d'être reconnus. Dans un magasin, nous avons acheté des vêtements usés pour ne pas avoir l'air de touristes. Je me sentais extrêmement humilié, mais je ne voyais pas d'autre solution. Toute la journée, nous avons attendu que les pêcheurs coordonnent notre transport. Omar appelait quelqu'un qui parlait en arabe, mais tout ce que j'ai compris, c'est que nous devions encore attendre. Pendant ce temps, nous avons remarqué 2 types portant des lunettes noires qui se promenaient dans le quartier, regardant les passants avec méfiance. Je ne sais pas s'ils nous cherchaient, mais nos nerfs étaient à vif. En fin d'après-midi, Omar est revenu avec des nouvelles. J'ai trouvé 2 frères pêcheurs. Ils partent en mer demain matin. Ils vous prendront à bord contre rémunération et vous emmèneront sur un cargo en partance pour l'Europe. C'était de la folie, mais il n'y avait pas d'autre choix. Nous avons passé la nuit dans un petit abri près du vieux quai, craignant à tout moment d'être découverts. Steve a essayé une fois de recharger l'ordinateur portable à partir d'une prise quelconque, mais nous n'avions ni le temps ni un endroit sûr pour nous connecter à Internet. L'anxiété nous empêchait de dormir. Le matin, alors que les rayons du soleil illuminaient dans les eaux grises du port, nous avons vu 2 hommes barbus debout sur un bateau à moteur. Omar nous a confirmé qu'il s'agissait de nos sauveurs. Il nous a aidés à traduire quelques bons mots et nous leur avons versé le reste de notre argent avant de monter à bord de leur bateau délabré. Une nouvelle phase de notre fuite commençait et la culpabilité tourbillonnait dans ma tête. Nous étions en train de laisser Andrew derrière nous, mais c'était peut-être le moyen de faire connaître la vérité au monde. La traversée de la mer a été rude. Les chaos, l'inconnu et les pêcheurs à qui nous ne pouvions pas parler humainement. J'avais terriblement peur qu'on nous trompe et qu'on nous jette par-dessus bord. Mais tout s'est plus ou moins bien passé. Nous sommes allés en haute mer et nous sommes de monter sur un vieux cargo qui transportait des marchandises en direction de la Grèce. Le capitaine avait manifestement des activités illégales, mais il a accepté de nous embarquer pour une somme raisonnable. Il s'est avéré que nous n'allions pas directement en Grèce, mais que nous devions passer par plusieurs ports et que le voyage pouvait durer une semaine. Nous nous fortifions avec de maigres rations, souvent assis dans une cabine étouffante et sombre. Steve nous expliquait que la première chose que nous ferions à notre retour aux États-Unis serait de contacter l'université, les journalistes indépendants, pour faire du bruit autour de notre découverte. Le 3e jour de mer, j'ai commencé à remarquer que Steve restait assis pendant de longues périodes, le regard fixé sur un point. À plusieurs reprises, il a marmonné dans son sommeil, des yeux de serpent, mort, mais qui regarde.
Je suppose que son psychisme s'est effondré après tout ce stress. Je ne me sentais pas mieux non plus. Je rêvais que l'humanoïde bougeait dans le sarcophage, se levait, tendait ses bras osseux vers moi. Parfois, je me réveillais avec des sueurs froides. J'avais peur de bouger. Nous avons eu le temps de revoir les documents laissés sur la clé USB. Vous pouvez nous voir entrer dans cette salle, retirer avec précaution le couvercle du sarcophage et le bref moment où la caméra a filmé le visage de cette momie en gros plan. Honnêtement, j'ai frissonné en regardant sa pupille figée. À un moment donné, on aurait dit qu'elle bougeait. Mais peut-être s'agit-il simplement de l'effet du grain de la vidéo. Finalement, nous avons trouvé un cybercafé. Après avoir attendu la nuit, nous sommes entrés en espérant que le propriétaire ne nous poserait pas de questions. Mais l'ordinateur était vieux et il n'y avait pas de port approprié pour lire une clé USB. Les embûches. J'avais l'impression que le destin nous empêchait de dire la vérité. Nous avons donc erré dans la banlieue, en essayant de nous connecter, et même de nous cacher, car nous n'avions pas de visa, pas de documents en règle. Je me suis maudite de ne pas avoir tout numérisé dans le nuage plus tôt, à l'hôtel, mais l'Internet y était coupé. J'ai eu l'impression que le monde s'opposait spécifiquement à la diffusion de ces données. Quelques jours se sont écoulés. Nous nous sommes enfoncés un peu plus dans la Grèce, guidés par les rumeurs d'une connaissance qui avait un ordinateur décent et qui ne posait pas trop de questions. Il restait peu d'argent et l'ambiance était déprimée. Steve ne cessait de répéter « Nous devons retourner aux États-Unis. Au moins, nous pourrons y mener une vie normale. Ou en Europe, quelque part où nous pourrons trouver une issue légale. » Une nuit, dans une auberge de jeunesse bon marché, j'ai entendu Steve gémir bruyamment dans son sommeil. Je l'ai réveillé, il était à moitié endormi et chuchotait doucement. Le roi des serpents, il était vivant. J'ai eu peur, on aurait dit qu'il était en train de développer un syndrome de stress post-traumatique. Peut-être que je l'étais aussi. Le lendemain matin, nous sommes allés dans une boutique internet. Il y avait plusieurs PC modernes. Le propriétaire nous a regardés de travers, mais il nous a laissé nous asseoir pour quelques euros de l'heure. Nous avons inséré une clé USB, mais l'ordinateur ne l'a pas vue. Steve se crispe. C'est bizarre, j'ai autorun. Nous avons essayé d'autres ports, sans succès. La clé USB a peut-être été endommagée dans notre fuite. Nous étions prêts à tout essayer, mais l'ordinateur restait obstinément silencieux. Steve a commencé à jurer, à essayer d'installer des pilotes, mais l'administrateur du salon a paniqué, pensant que nous voulions installer un virus. Finalement, nous avons été presque poussés dehors et menacés par la police. J'étais au bord de l'hystérie. Tous nos efforts étaient de compromis. La clé USB était peut-être cassée. Nous sommes de retournés à l'auberge, où Steve a essayé de démonter la clé USB, en vérifiant les contacts. Il a dit que tout semblait en place. Mais quelqu'un aurait-il pu la recharger? Elle avait peut-être été piratée en Égypte. La seule autre option était de retourner aux États-Unis et d'engager un spécialiste. Mais nous n'avions pratiquement pas d'argent. Steve a alors suggéré, en dernier recours, d'appeler le Dr Chase, qui avait probablement déjà atteint New York. Elle pourrait peut-être nous envoyer de l'argent pour acheter des billets. Malheureusement, nous avions également perdu nos téléphones, et l'auberge ne disposait pas d'installation spéciale. Le propriétaire nous a loué un vieux téléphone portable pour quelques euros, et nous avons composé le numéro de Chase. Mais personne ne répond. Nous avons essayé plusieurs fois, en vain. Soit son numéro avait changé, soit elle n'était pas en ligne. La seule autre option était le courrier électronique, mais nous avions déjà du mal à nous connecter. J'ai cru que le monde entier était devenu fou. Un ancien humanoïde, à l'anatomie de serpent, reposait quelque part dans une chambre forte secrète. L'un des nôtres avait disparu, et nous nous cachions tous les deux dans un pays étranger, sans aucun moyen de prouver la vérité. J'avais de plus en plus l'impression que quelqu'un ou quelque chose nous empêchait de retrouver une vie normale. Cette anomalie
est comme une malédiction. Cela peut paraître paranoïaque, mais après ce que j'ai vu, je n'ai plus été surpris par quoi que ce soit. Comment ton histoire s'est-elle terminée? Au moment où j'écris ces lignes, Steve et moi sommes toujours en Europe, complètement épuisés et effrayés. Nous avons réussi à entrer en contact avec quelqu'un en Amérique qui nous a promis de nous aider à acheter des billets. Si tout se passe comme prévu, nous devrions pouvoir nous envoler pour New York dans une semaine. Qu'est-il arrivé à Andrew? Nous n'en savons rien. Il a peut-être disparu sous la pression des services secrets. Le Dr Chase n'a pas non plus donné de nouvelles. Annie a envoyé une courte lettre disant qu'elle avait réussi, mais qu'elle avait de sérieux problèmes et qu'elle craignait d'être suivie. Tout indique que nous sommes traqués au niveau mondial. Qu'en est-il de cette découverte? Il était fort probable qu'elle se trouve dans un musée fermé ou qu'elle ait déjà été transférée dans un centre scientifique secret, où les simples mortels ne sont pas admis. Je n'ai trouvé aucune mention officielle de notre expédition. Dans les journaux, il n'y a que des reportages ennuyeux sur des fouilles, sans détails. Pas de sensationnalisme. Mais nous l'avons vu de nos propres yeux. Un humanoïde à tête de serpent, datant d'une époque où la civilisation n'existait même pas. Parfois, je me dis que c'est peut-être mieux ainsi. Si l'humanité apprend qu'il fut un temps où vivaient sur Terre des créatures radicalement différentes de nous, cela pourrait provoquer un choc, des conflits religieux, des controverses scientifiques. Mais je trouve injuste que la vérité soit balayée sous le tapis et que les personnes qui l'ont découverte disparaissent ou s'enfuient.